Bonsoir, merci à toutes et tous d'être là. Nous allons donc commencer, comme on vous l'a dit, avec Hubert Védrine, qui est une personne assez réservée et un peu économe de ses paroles. Il ne court pas les plateaux de télévision, il y est de temps en temps, mais il n'est pas journellement dans des émissions à donner son impression et son jugement sur le chaos de la vie politique internationale. D'autres s'en chargent. Alors, pourquoi est-il plus prudent à s'exprimer? Alors, il y a une raison essentielle à ça. Pendant 14 ans, sous la présidence de François Mitterrand, Hubert Védrine assistait à toutes les rencontres du président avec les chefs d'État du monde entier. Et il était mieux informé que tous les commentateurs réunis de la vérité de ce qui se disait. Et surtout, il prenait part à la décision. Quand vous êtes 14 ans auprès du président de la République, voilà, vous connaissez des choses et la mécanique des choses. Pendant 5 ans ensuite, il a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, en cohabitation avec le président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac. Or, quand on est en cohabitation, il y a 2 ministères très compliqués, très compliqués, les Affaires étrangères et la Défense, dans lequel il faut que les 2 présidents et premiers ministres soient à peu près d'accord. Et c'est un travail de tous les instants, parce qu'à chaque fois qu'un événement arrive quelque part, il n'y a qu'une voix de la France, quelle que soit la situation interne. Et donc il faut se mettre d'accord sur beaucoup de choses en très peu de minutes. Et ça, Hubert Védrine l'a fait. Et donc 14 ans avec François Mitterrand, plus 5 ans avec Jospin, 19 ans. Et sur les 19 ans, au cœur du pouvoir, il a eu 5 ans de cohabitation avec Lionel Jospin, 2 ans avec Jacques Chirac, Premier ministre, et François Mitterrand, président, et 2 ans avec Édouard Balladur, Premier ministre, et François Mitterrand, président. Là aussi, c'est donc 9 ans sur 19 ans où Hubert Védrine, au centre, au cœur du pouvoir, dans les choses les plus délicates à décider, a été l'homme non seulement de la définition d'une politique, mais aussi du fait que la France ait pu parler d'une seule voix pendant toutes ces années-là. Voilà pourquoi il est vraiment intéressant en ce moment où il faut dire que la situation internationale est plus complexe que jamais et que les dangers sont plus pressants que jamais. Il est vraiment bon que Hubert Védrine nous dresse un petit tableau de la situation réelle et de ce qui pourrait arriver, de ce qu'on pourrait décider. On l'appelle. Bonsoir, Hubert Védrine. Et merci beaucoup d'avoir accepté de venir à Pau. Venir à Pau rencontrer le public qui est devant vous. Parce que, comment dire, vos lumières ne seraient pas superflues. Et vous êtes un des rares, du cœur du pouvoir, comme je le disais, à avoir une vue peut-être plus complexe et plus intéressante que d'autres. Voilà. Merci encore une fois d'être venu à Pau. Alors, d'abord, je m'excuse, j'ai une voix horrible. J'ai des problèmes récurrents de voix, c'est plus ou moins bien selon les époques. Là, ça s'améliore un peu. Mais j'ai la voix de Dark Vador, en gros. Est-ce que vous comprenez quand même? Oui. Quand François Bayrou m'a invité, j'ai accepté tout de suite. Parce que le titre est stimulant, mais hyper inquiétant. Parce que c'est bourré d'idées folles, en fait. Chesterton disait ça, vous savez, l'écrivain anglais. Le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. Mais il n'y a pas que les idées chrétiennes devenues folles. Oui. Voilà, bon, bref. Oui. C'est vrai que... Hein. Alors, avant qu'on commence, je vous dirais tout, on va tenir des propos réalistes, donc un peu dérangeants. Parce que la France est un pays
hyper sympa, un peu irréaliste. Mais si on était à Pékin, là, on dirait c'est formidable. Notre pays est en train de revenir au premier plan. Et on verrait l'avenir de façon enthousiaste. Si on était dans un sommet des BRICS, une réunion, je sais pas, en Afrique du Sud ou au Brésil, on dirait les Occidentaux ont gouverné le monde pendant 5 siècles, maintenant c'est terminé. Ils sont encore importants, mais c'est nous qui dirigeons maintenant. Donc il y aurait une ambiance complètement différente. Tout ce qu'on va dire tous les deux, et avec vous, est marqué par le fait que nous sommes des Européens. Et que c'est plus compliqué pour nous d'atterrir dans le monde réel que pour n'importe qui d'autre. C'est vrai. Et vous pensez qu'on fait croire à tout le monde que l'Europe c'est facile ? Vous pensez que les gens peuvent croire que l'Europe c'est facile ? Non, tout le monde se rend bien compte. Tout est compliqué pour des Européens parce que nous avons à, disons, assumer, accepter, maîtriser plusieurs chocs en même temps. Alors évidemment, il y a le choc global qui est l'anticipation écologique. Le compte à rebours écologique est la vraie menace globale pour tout le monde. Bon, on en parlera peut-être sur comment on peut répondre à ça ou pas. Oui. Après, nous avons le saut dans l'inconnu qui est l'intelligence artificielle. Entre ceux qui disent que ça ne change rien, sauf si ça fait reculer l'imbécilité naturelle, vous voyez, et ceux qui disent ça change tout, mais tout quoi. Et qu'est-ce qu'on devient, nous, là-dedans ? Ça arrive en même temps. Et en termes de géopolitique, les Européens qui sont sympas, qui ont eu des idées merveilleuses depuis la guerre, sont obligés d'atterrir, je disais, dans le monde réel, dont Trump est une caricature, mais pas une aberration. Et ce n'est pas totalement une surprise. Et ça va durer, même après Trump. Ça fait beaucoup de choses en même temps pour les gentils Européens que nous avons été depuis la guerre, heureusement gagnée par les Soviétiques, mais les Américains. Et nous avions demandé, supplié les Américains de nous protéger. Et ils avaient accepté. Le Sénat ne voulait pas d'ailleurs. C'est Truman qui avait obligé. Et on a vécu dans cette espèce de monde idéal. Et on est obligé de revenir dans un monde réel qui doit vous apparaître comme très très beau. Il l'était avant, en fait, mais c'était masqué. Ça se voyait moins. Maintenant, c'est démasqué et c'est assumé. Et on a un Trump qui ne fait même pas semblant de partager les fameuses valeurs. Vous voyez. Bon, ça fait beaucoup. Et puisque vous parlez de... C'est les rencontres sur la Renaissance, ici, en général. Si je parle comme les économistes Schumpeter, qui parlent de destruction créatrice. Mais là, on est à la destruction, en fait. Donc, il faut que la réflexion ici, progresse. sur la Renaissance, s'oriente sur la deuxième phase. Qu'est-ce que ça va créer ? Je voulais juste qu'on insiste sur un point qui vous différencie beaucoup d'autres, parce qu'évidemment, comme le monde est inquiétant, tout le monde regarde la télévision et voilà, et reçoit énormément d'informations et de commentaires toute la journée sur tout ce qui se passe. Quand je disais que la différence avec vous, c'est que vous étiez au cœur du pouvoir. Et souvent, je vous ai entendu dire à des gens qui vous disaient « mais voilà ce qui se passe et tout ça », vous disiez « mais pour de vrai, ça ne se passe pas comme ça ». Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, ou deux, dans lequel les affirmations sont données, sont dites, et qui ne contreviennent finalement à la réalité des choses? D'abord, moi, je ne suis pas un théoricien de la réelle politique. Je suis un praticien de la réalité, c'est différent. Parce que j'ai été jeté, grâce à Mitterrand, dans le grand bain très tôt. Donc j'ai vécu que dans le monde réel. Et j'ai passé un temps fou dans le pouvoir, pas dans la politique. Les deux sont honorables, mais c'est différent comme vécu. Dans le pouvoir et pas la politique, c'est ça la... Vous l'avez rappelé tout à l'heure, y compris les 3 cohabitations. Donc ça donne une psychologie différente. Alors très vite, je me suis rendu compte dans les tout premiers sommets où j'étais, ébahi d'ailleurs d'être là, premier sommet des 7, il y avait des formules sur la communauté internationale, par exemple. J'ai dit, mais c'est qui en fait? Vous voyez, parce qu'il y avait des sommets où il n'y avait que des Occidentaux. La communauté internationale ne supportera jamais que blablabla. Alors je me suis dit, mais c'est avec les Chinois, avec qui? Donc j'ai compris très tôt, mais comme ça, d'expérience, c'est pas un raisonnement extraordinaire,
que c'était la communauté occidentale qui s'exprimait comme ça. On était ventriloque, un peu. L'entre-soi. Après, j'ai vu dans les sommets des Sept, où il y avait... C'est une idée géniale de Giscard à l'origine, les sommets des Sept à Rambouillet. Et après, c'est devenu une espèce de truc monstrueux, une sorte de Barnum, avec les Sherpas, qui sont des gens très bien, mais qui se disputent pendant des mois pour aboutir à des communiqués qui font 40 pages, remplis de sujets dont les dirigeants n'ont jamais entendu parler, en fait. Donc j'ai vu de l'intérieur que chaque leader des Sept arrivait au sommet, avec un texte tout prêt, concentré sur 3-4 sujets, pour pouvoir dire dans son opinion, j'ai empêché ceci, j'ai imposé cela. Et il y avait 70 paragraphes qu'il n'avait jamais vus. Donc, disons, ça m'a distancié par rapport à ça. Je me suis dit, à quoi sert cette mécanique? Et puis ça m'arrive énormément dans les réunions du début d'entendre des gens dire « jamais nous n'accepterons, c'est intolérable, inacceptable », quand c'était répercuté, bien sûr, par rapport à l'opinion. Et 1 heure après, ils signaient un texte qui disait le contraire. Donc très tôt, j'ai intégré, j'en parlais avec ironie, mais avec beaucoup d'empathie et de compréhension. J'ai même arrivé, compte tenu de mon parcours, à une sorte d'indulgence énorme pour les gens qui dirigent, même quand je ne suis pas d'accord, parce que c'est très courageux. C'est devenu presque impossible dans les démocraties contemporaines où la démocratie représentative est en train d'être détruite par la demande de démocratie directe. Donc je suis hyper indulgent pour des raisons confraternelles par rapport à ça. Mais quand même, j'ai vu les mécanismes de l'intérieur. La plupart des sommets ne servent à rien, en fait, sauf à dire à l'opinion intérieure qu'on a bataillé contre ceci, contre cela. Bien sûr, il faut qu'il y ait une concertation entre les dirigeants. Vous voyez, il y a plein de regardez le multilatéralisme qu'on adore, nous. Depuis que Trump l'a piétiné dans le premier mandat, les Européens disent il n'y a que le multilatéralisme qui est important. Bon, ça voudrait dire que tout le monde discute sur un pied d'égalité et qu'on vote à la majorité, un truc comme ça. Mais moi, j'ai connu des conseils européens qui duraient 2 jours, où dans la nuit, l'équipe de Delors préparait un communiqué, et au petit déjeuner le lendemain, Kohl-Mitterrand. Moi, j'ai participé à 115 rencontres Kohl-Mitterrand. C'est effrayant, quelque part. Bon. Donc, le deuxième matin, on prenait le texte, et Mitterrand colliait, ça va, ça va pas, on l'enlève. Ça, il faut ajouter ceci, Kohl ou Mitterrand. Donc, on corrigeait le projet dans la nuit, et le lendemain, on le passait à Delors, et ça passait comme ça. Avec peut-être une petite négociation en plus avec González, ou des gens comme ça. Bon, en même temps, c'était du multilatéralisme, d'accord, mais dans lequel il y avait un leadership évident. Donc, il y a plein de cas où le multilatéralisme qu'on encense, en fait, cache une décision finale des leaders. Vous voyez la contradiction. D'ailleurs, Clinton, qui donnait une image très aimable de ce que j'avais appelé, moi, l'hyperpuissance américaine, aimable, séduisante, il était hyper intelligent, etc. Il a dit un jour, quand il y a des problèmes, on essaie de le régler avec nos alliés, nos amis. Si ça ne marche pas, on décide tout seul. C'est le monde d'avant Trump. Mais Trump est tellement dégoûtant à titre personnel, tellement choquant sur beaucoup de qu'on a l'impression que c'est nouveau. Qu'on fait comme s'il y avait une sorte de monde idéal d'avant, mais c'est pas vrai. Voilà, donc on revient dans un monde réel, évidemment encore plus dur, parce que la question du Proche-Orient n'est toujours pas réglée, parce que la Chine, maintenant, est arrogante et dominatrice, et parce qu'on a laissé pourrir la question de l'Ukraine. C'est vrai que c'est plus dur, mais n'idéalisez pas trop le monde d'avant. Un mot sur, parce que vous avez parlé de François Mitterrand. À l'âge de 34 ans, il rencontre Deng Xiaoping, qui était alors au pouvoir en Chine, et vous étiez là, à cette rencontre-là, et de 34 ans jusqu'à la fin de votre vie participative au pouvoir, vous êtes à côté de François Mitterrand pendant 14 ans. Donc ça a été votre premier l'homme de contact avec la politique internationale. Et vous avez une fidélité totale pour François Mitterrand. Juste en quelques mots, qui il a été pour vous et pourquoi a-t-il déclenché chez quelqu'un d'aussi sceptique que vous une proximité et une admiration que vous ne cachez pas? Mais moi, je ne suis pas sceptique, je suis lucide. Oui. Je crois ça commence par le... Oui, on peut commencer. J'ai consacré un temps énorme dans ma vie à travailler pour la paix au Proche-Orient. Ce n'est pas du scepticisme, ça. C'est même une forme d'utopisme.
Donc je suis utopique. Vous voyez ? Alors, quand vous êtes appelé par les hasards de la vie, comme je l'ai été, vous êtes pris dans une sorte de tourbillon, et vous n'avez pas le temps de réfléchir si le moment est historique ou pas, et si vous êtes fasciné ou pas. Donc on a fait le tour du monde plein de fois. Mitterrand était lui-même très... c'est pas du tout politique, parce que moi j'ai parlé de Mitterrand avec François Bayrou, qui est là bien sûr, mais aussi Giscard, Chirac, Balladur, Sarkozy et compagnie. Bon, il avait quelque chose de particulier quand même. Hein, bon. Donc on était très fascinés. On a vu des tas de dirigeants dans le monde, certains très remarquables, mais j'ai pas vu de l'équivalent de Gaulle, Churchill et compagnie, vous voyez, Roosevelt, Staline. Donc c'est déjà différent par rapport à ça. Alors après, on n'a pas le temps de se poser des questions, en fait. Quand on est dans ce genre de contact, on ne sait pas. Et on raisonne. Je pense qu'en fait, c'est pas bien d'être dans des fonctions trop élevées, trop jeunes, en fait. Il a été même président. Pas bien. Bon. Parce que quand on arrive, on n'a pas le temps d'étudier les bases. On ne va pas relire l'histoire. Donc je pense qu'il faut avoir une vraie culture historique, très, très dominée, qui a déjà été ruminé et qu'on en tire des éléments de fond. Parce que quand vous devez réagir, oui, non, en quelques secondes, ou prendre des décisions toute la journée, hein. Donc les dirigeants, ils sont comme des chirurgiens dans une salle d'opération, imaginez. Et il y a une décision à prendre d'urgence. En plus, vu la démocratie moderne, il y a déjà la famille qui est dans la salle, qui dit arrêtez, ça sent le brûler, tout ça. Les infirmiers qui disent mon temps de travail est terminé, je m'en vais. Bon. Et puis vous avez la caméra qui filme pour le procès. Quand vous êtes le chirurgien, le président, le Premier ministre, un grand ministre, vous n'allez pas appeler le célèbre professeur Tartampion qui a des idées là-dessus. Donc vous êtes obligé de réagir avec ce que vous faites. Dans l'instant. Ce que votre pays vous a fait, l'enseignement, l'enfance, la famille, les gens, vous voyez. Bon. Et alors dans le domaine international, ça ne pardonne pas parce que vous êtes jeté tout de suite dans des décisions, il faut dire oui, non. Donc c'est assez particulier. Et moi, je suis très, très, très heureux d'avoir eu cette chance inouïe. Et dans certains cas, il faut que je fasse un effort personnel pour me dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça sur ce sujet ? Alors en plus, quand vous n'êtes pas encore un président ou un grand ministre, mais quand vous êtes dans une situation de responsabilité, c'est très différent des discussions au café ou entre amis sur la politique. Hein. Et vous dites, je vais conseiller ça, mais si par hasard il va suivre mon idée, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous voyez, donc je suis marqué par l'éthique de responsabilité, qui donne l'impression d'avoir déserté la sphère publique, d'ailleurs avec quelques exceptions près. Et vous dites que tous ceux qui ont connu François Mitterrand ne l'ont jamais oublié. Vous dites ça, hein ? Non, mais il y a plein de gens qui ont détesté Mitterrand. Oui, mais ça fait partie de ne pas l'oublier aussi. Non, mais il avait un ascendant, un charisme, etc. Il y a plein de gens qui l'ont adoré vraiment, qui l'ont suivi, qui avaient confiance, et plein de gens qui ont été allergiques à Mitterrand. Il y a d'ailleurs, moi j'ai eu à gérer d'ailleurs, dans ma longue période à l'Élysée, beaucoup de controverses. Controverses normales, c'est la vie politique, mais 2 ou 3 vraiment lamentables. Mais il y avait un élément, disons, passionnel contre lui, qui venait pas que... Alors la droite avait vu en lui un adversaire, c'était honteux de s'attaquer au général, etc. Tout ça. Mais il y avait une énorme bataille au sein de la gauche, en fait. D'ailleurs, la plupart des gens les plus féroces contre Mitterrand venaient de son camp. La politique étrangère de Mitterrand, après, sont venus de certains courants de gauche, après, plutôt. Voilà, bon, c'est un personnage... mais enfin, il est déjà un peu oublié, à mon avis, je trouve, là. Il n'est pas encore totalement un personnage historique, et il n'est plus vraiment dans la... Oui, dans la marche du monde. Il y a une différence énorme entre De Gaulle, qui a maintenant une sorte de saint de vitrail. C'est un géant, un génie. Bon, saint de vitrail pour tout le monde, y compris des gens qui étaient contre lui, y compris des gens qui n'ont rien compris à ce qu'il a fait, y compris des gens qui auraient intérêt à relire son parcours en vrai. Et Mitterrand, c'est l'inverse, parce qu'il n'y a plus personne à gauche qui se réclame de lui. Donc ça m'arrive, quand je vois à l'étranger des dirigeants rappellent ce qu'a fait Mitterrand sur ceci, cela. En France, non, il est un peu dans les limbes, là, en fait. Enfin, ce n'est pas notre sujet de maintenant. Hein. Alors, parce que la Chine, il y avait été parce que c'était évident.
D'ailleurs, même avant qu'on parle d'émergent, même avant qu'on parle du Sud global, qui est d'ailleurs pas global, enfin bon. Dans les grands voyages de Mitterrand, il y a eu la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Donc déjà, ce qu'on appelait longtemps après, mais on ne vendait pas ça que le baratin actuel sur les émergents, mais c'était le pressentiment de la suite. Et d'ailleurs, Mitterrand, par courtoisie, avait dit à Deng, alors moi j'étais preneur de notes, mais enfin ça compte pas, j'étais derrière. Bon. Deng Xiaoping, c'était un tout petit bonhomme qui disparaissait dans le fauteuil et qui, comme les vieux Chinois d'avant, crachait. Mais très habilement, il crachait à plusieurs mètres dans le crachoir qui était là-bas. Bon, ça m'a marqué, oui. C'est absurde de dire ça, mais bon. C'est quand même l'homme qui a mis fin au maoïsme et qui a fait le monde moderne. Hein. Parce que c'est quand Deng dit on va libérer l'énergie chinoise avec une sorte de système capitaliste sauvage, mais garder le contrôle politique, toute la suite est là, en fait. Et tout le monde change. Et le monde a changé avec cette décision. Ouais. Mitterrand, par courtoisie, avait dit à Deng, je suis sûr que dans l'avenir, nous aurons beaucoup à apprendre de la Chine. Puis en courtoisie, hein, on est en 82. Ouais. Et l'autre prend ça très au sérieux et dit oui, sans doute, je vous remercie, mais c'est dans très longtemps. Après, il y a eu Xi Jinping qui arrive et qui dit maintenant, c'est maintenant. Vous voyez, c'est un des changements que nous avons à gérer. Hein. Alors, vous dites on est dans une troisième période depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes rentrés dans une nouvelle période. Il y a eu la période 1945-89. Il y a eu la chute de l'Union 90. Parce que la chute de l'Union soviétique. La chute du mur, c'est un moment émouvant, mais c'est pas ni le début ni la fin. C'est l'époque médiatique dont on est. Oui. Mais la vraie fin, c'est la fin de l'URSS. 91. Deuxième époque. La mondialisation heureuse. Mondialisation heureuse. Le monde va changer, l'avenir est plein de promesses. Et là, on entre dans une période, on ne sait pas ce qu'elle va être en fait. C'est encore un point d'interrogation ou bien on a déjà des signes qui nous annoncent ce que pourrait être l'atmosphère de ce troisième monde, de cette troisième révolution. On ne peut pas marquer une date exacte sur la fin de la mondialisation heureuse. Il y a déjà eu l'affaire des subprimes, la crise de 2008 qui a failli foutre en l'air le système mondial par excès de dérégulation insensée, imprudente, spéculatif du système économique américain qui ont mondialisé. La mondialisation, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a inventé le portable. Il y a des mondialisateurs et des mondialisés qui n'en avaient rien demandé. Les mondialisateurs, c'est des pays, des idéologies, des finances, des banques, des machins. Bon, voilà. Et donc, il y a eu 2008. On s'en est sorti ric-rac. Il y a eu l'attaque du 11 septembre, mais ça a montré simplement en réalité que même l'Amérique était vulnérable et que face à un terrorisme prêt à tout, suicidaire, il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade possible. Ouais. Après, il y a Xi Jinping, on en parlait, qui change d'attitude, qui dit on n'a plus besoin d'être prudent comme Deng Xiaoping. Maintenant, on va assumer. Et on va être la première puissance. Alors, l'Occident ricane à l'époque. Après, il dit notre système est le meilleur. L'Occident ricane. Et il commence à dire mais votre système est mauvais. Il va péricliter. Alors là, l'Occident se déchaîne contre la Chine. Mais depuis l'Occident, on ne sait pas trop comment se comporter avec la Chine. Entre la crainte, la joie dès qu'ils ont des problèmes, l'angoisse dès qu'ils n'en ont plus. Bon, donc il y a une série d'épisodes. Et après, le vrai changement. Alors, beaucoup de gens ont tenu des propos réalistes, je ne suis pas le seul. Hein, plein de gens ont dit le monde réel est quand même beaucoup plus dur que ce que vous croyez, etc. Mais enfin, les Européens ne voulaient pas entendre ça, en fait. Et Trump, il déchire le voile, là. Mais il est, encore une fois, comme il est très brutal, et qu'il piétine tous les jours ce à quoi les gentils Européens ont cru. Ils sont indignés, bouleversés, révoltés, mais ils sont obligés de s'adapter plus ou moins. Alors, à quoi ça conduit ? D'abord, je redis, pour moi, le vrai sujet, c'est le compte à rebours écologique, auquel il faut répondre par une politique d'écologisation de tout. Production, déplacement, machin, qui va durer 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans, comme il y a eu l'industrialisation. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est un processus
Il n'y a pas de pour ou contre. Le débat, il porte sur les modalités. Et non pas sur le principe. Le rythme et l'accompagnement. Bon, ça, c'est une chose. Et dans le monde géopolitique, on retombe. Il y a le bras de fer États-Unis-Chine qui est dominant. La Chine dit, je vais devenir numéro 1. Je ne sais pas s'ils peuvent, hein. C'est ce qu'ils disent. Et l'Amérique dit, jamais. Il n'y aura jamais d'autres pays, c'est nous qui sommes numéro 1. Après, ils oscillent entre la façon de procéder, mais il n'y a pas une contradiction aussi gigantesque qu'il y paraît entre l'approche de Biden et l'approche des autres. Sauf que pour comprendre le monde dans lequel vous êtes maintenant, qui est celui de Trump, dont je disais que ça va durer, parce que les démocrates ont perdu l'électorat populaire pour des raisons liées à la mondialisation trop violente, désastreuse pour la classe moyenne américaine, et le wokisme. Je ne sais pas si les démocrates vont réussir à retrouver un électorat populaire. Ouais. Bon. Donc même si Trump se corrige, il va être obligé. Même s'il y a un autre après, même les démocrates, ils ne reviendront pas au monde d'avant. Donc moi, je vous suggère, pour comprendre le monde dans lequel vous êtes, d'oublier tout ce qui va de Roosevelt à Biden. L'Amérique qu'on a aimée, y compris Hollywood, tout ça. Bon. Et en revanche, intéressez-vous à l'Amérique du 19e siècle, qui est une Amérique brutale, conquérante, impérialiste, dominatrice, qui pratique la non-ingérence que sur l'Europe, parce qu'ils ne veulent pas se mêler au conflit européen. Et en revanche, c'est l'Amérique qu'on a vue, et les présidents que Trump admire. Jackson, qui a déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Vous avez McKinley, Monroe. Même toute l'Amérique doit être gérée par les États-Unis. L'extension. Donc on met les Espagnols à la porte. Après, vous avez, j'ai oublié son nom, Pox ou quelque chose comme ça, qui a mis la main sur la moitié nord du Mexique. Tous les États, vous savez, tous les États du sud-ouest des États-Unis, c'était le Mexique avant. Bon, et ça, c'est les gens de Trump, plus le premier Roosevelt. Alors vous ajoutez l'intelligence artificielle. Donc ça vous donne le Trumpisme d'aujourd'hui, qui balaye tous les codes. Sauf que dans le monde, il y a pas mal de gens au sud qui se disent Trump, au moins, il est plus franc que le baratin d'avant sur les valeurs universelles, auxquelles le sud n'a jamais cru. Les gens ont toujours cru que c'était en partie sincère, en fait, de notre part. Mais le Sud ne le croyait pas. Donc, à quoi ça nous conduit? À mon avis, je ne crois pas qu'il y aura un jour une guerre États-Unis-Chine. Qu'il y aura? Non. Il n'y aura pas de conflit? Je ne crois pas, non. Oui. Ils veulent asphyxier Taïwan, c'est évident, mais je ne crois pas qu'il y aura une guerre ouverte. Il n'y aura pas une guerre générale. Donc, moi, je m'attends à ce que ça s'aggrave, ça se durcisse, avec des pauses. Il y a une sorte de pause, là. Jusqu'à ce qu'ils redécouvrent la coexistence pacifique, à un moment donné. Après, il y a d'autres foyers de tension. Alors, en tout cas, en matière de géopolitique, pas de beau temps en vue. Pas de beau temps, oui. On va dire mer calme, mer agitée, très agitée en vue. Voilà. Pas de mer calme. Agitée, très agitée. Ça ne veut pas dire guerre mondiale. Hein. Ça veut dire incertitude. On est dans l'instabilité au sens des physiciens, pas au sens des géopoliticiens, pas la guerre. Et l'affaire Ukraine, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais bon. Oui. On va en parler. Juste un mot. Est-ce que, donc, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, Trump a extériorisé, dit sans précaution d'usage, des choses. Est-ce que les choses qu'il affirme, c'est-à-dire la suprématie, change le paysage pour tous les autres pays? C'est-à-dire, est-ce que cette suprématie-là, elle va créer un conflit, ou bien tout le monde sera obligé d'accepter la suprématie? Alors, pour les pays voisins, évidemment, ça pose un problème particulier, parce qu'il veut rétablir la domination complète sur l'Amérique du Nord, y compris le canal de Panama, c'est-à-dire qu'il n'existait pas avant. C'est les Américains avaient fabriqué un coup d'État pour qu'il y ait un petit État Panama pour contrôler le canal. Bon. Donc, si vous êtes le Panama, le Mexique, le Canada et le Danemark via le Groenland, évidemment, c'est compliqué. Mais c'est une idée américaine. D'ailleurs, même le président Truman, avait suggéré à l'époque d'acheter le Groenland. Donc, on pourrait dire, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, chaque aberration de Trump, vous pouvez trouver un précédent. Sauf que c'était masqué, présenté autrement.
L'élément, là aussi vous allez être surpris, le plus original, c'est sur le Moyen-Orient. Parce que dans le plan Trump, qui est le seul qui existe, en fait, pour le moment, la Maison-Blanche a communiqué sur le plan Trump, encore une fois Gaza et après, et ils ont dit, la Maison-Blanche, ils ont noté que les Palestiniens aspiraient à un État palestinien. Jamais aucun président n'a dit ça. Ouais. Et quand Mitterrand avait dit ça en 82, très encouragé par le chancelier autrichien Kreisky, qui était déjà inquiet de l'évolution d'Israël sous la direction du Likoud, aucun dirigeant ne l'a soutenu, jamais. Ça aurait tout changé, évidemment. Donc Trump, il y a un élément très original chez Trump, qui est qu'il est pro-israélien, bien sûr, il les défendra toujours, mais il n'est pas dominé par l'affect et le remords comme les Européens. Donc il est tout à fait capable de dire « je veux relancer les accords d'Abraham, donc j'ai besoin de l'Arabie ». Et l'Arabie dit « moi je m'en fiche des Palestiniens, mais vu les horreurs de Gaza qui vont tourner en boucle pendant des années dans l'ensemble du monde arabo-musulman, je ne peux pas y aller comme ça. Il me faut un minimum pour les Palestiniens ». Et donc vous avez le plan Trump qui, bizarrement, il a imposé le cessez-le-feu à Netanyahou. Ça le met en danger, Netanyahou. Il a besoin de la guerre perpétuelle pour ne pas finir en justice. Bon, il a imposé ça. Ils ont négocié des sorties d'otages américains avec le Hamas, sans Israël. Sans Israël, ouais. Donc il y a un élément paradoxalement nouveau de la part de Trump, qui correspond à ce que disaient certaines figures du camp de la paix en Israël, comme Barnavi, l'ancien ambassadeur à Paris, qui dit depuis des années, il y a en Israël malheureusement des partis vraiment extrémistes dangereux, il faut nous imposer le compromis territorial, qui est la seule solution, on n'y arrivera jamais, donc il faut nous l'imposer. C'est ça, oui. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'anciens des services aussi. Alors qui peut l'imposer? Il n'y a pas de communauté internationale qui va l'imposer. Ni de droit. Le droit international. De droit, voilà. Philosophiquement, c'est merveilleux, mais oui. Vous ne pouvez pas citer un seul cas où on n'est plus l'imposer. Et le Conseil de sécurité est paralysé soit par le veto américain ou le veto russe. Donc quand Barnavi dit ça, il veut dire qu'il faut qu'une puissance nous impose le compromis territorial. Il n'y a que les États-Unis. Et curieusement, avant Trump, il n'osait pas. Et là, ce que je dis est minuscule, mais c'est pour ne pas faire un tableau que négatif. Il n'est pas exclu qu'il y ait une logique à l'œuvre dans le plan Trump, qui évidemment n'a rien à voir avec le plan international, avec le droit, etc., mais une sorte de logique qui recrée un mode de gouvernement à Gaza et après qui n'est pas celui de l'armée, ni des partis extrémistes. Donc Netanyahou il est en danger là. Sur le fil. Alors, soit Trump dit j'ai essayé, ça ne marche pas, je m'en fiche, je laisse tomber. On revient à la situation d'avant. Ou alors les Américains imposent à Netanyahou de signer. La Maison-Blanche a dit que si Israël annexait la Cisjordanie, ce qu'ils font tous les jours de facto, depuis longtemps, Israël perdrait le soutien des États-Unis. Jamais personne n'a dit ça avant. Jamais. Jamais. Alors, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, les États-Unis disent à Netanyahou tu appliques la phase 2 du plan, sinon tu es renversé. Ou alors, tu réussis à changer de coalition. Tu vires les cinglés, tu prends une coalition avec les autres. Du centre, donc, comme c'est Israël qui est dominant dans la région, évidemment, ce n'est pas les Palestiniens. Donc regardez bien dans les semaines qui viennent ce qui se passe en Israël, en fait. Quelle est la clé, la combinaison entre Israël. Voilà, c'est un exemple pour dire que même si on a le sentiment qu'on vit une révolution, que les principes sont figés par terre, il y a des effets paradoxaux là-dessus. Sur les autres conflits, je suis moins sûr. Je reviens à Donald Trump. Est-ce que ce changement majeur, qui est de dire les choses en face, en disant l'Europe, démerdez-vous, etc., cette espèce de brutalité et de la présence de l'argent, c'est-à-dire cette recherche perpétuelle que l'Amérique pompe l'argent des autres pays le plus possible et que tous les accords qui contreviennent à des intérêts américains soient balayés. Est-ce que ça peut
être contagieux dans le reste du monde. C'est-à-dire que des pays qui pensent avoir un statut de superpuissance, la Chine, l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, la Russie maintenant, et même la Turquie, par exemple, d'Erdogan, est-ce que ces gens-là peuvent se dire, voilà, la voie est maintenant ouverte à de nouvelles propositions et de nouvelles définitions? Ça peut être contagieux, oui. Mais il faut distinguer deux choses. Le fait de dire les choses brutalement, ça ne sera contagieux que si ça a un intérêt sur le plan interne dans chaque pays. Est-ce que le Premier ministre indien, par exemple, lui, il adore Netanyahou parce qu'il fait la guerre aux musulmans en Inde. Bon. Est-ce que ça l'amène à être plus brutal qu'avant? Non, il l'était déjà, en fait. Oui, mais il a déjà, oui. Est-ce que amène les Chinois à être moins arrogants? Ils sont devenus arrogants avant Trump. Mais évidemment, c'est pour les Européens que c'est le plus compliqué. Parce qu'il y avait une sorte de langage convenu, de bienséance diplomatique en Europe. Donc les Européens sont complètement déboussolés, en fait, plus que les autres. Mais c'est quand même contagieux. Donc ça peut donner des idées. Mais ça dépend de la suite. On sent qu'en Europe, il y a certains pays qui semblent sensibles à cette nouvelle forme de gouvernement. Non, mais les dirigeants en Europe, là où c'est le plus dur, sont écartelés entre ce qu'ils sont censés dire, la police du langage, les hurlements dès qu'il y a un mot trop réaliste, etc. Tous les trucs. Et puis l'exemple de Trump et les opinions qui sont elles-mêmes déboussolées. Je ne sais pas comment ça va tourner. Ça va dépendre des résultats. Imaginons par exemple que le Panama dise « OK, on vire toutes les entreprises chinoises du canal de Panama. C'est contrôlé par une compagnie américaine où il y a le genre de Trump. » Il y a plein de gens dans le monde qui vont se dire « Et moi, est-ce que je peux faire pareil ?» Vous voyez, pas beaucoup de monde. Sur les 200 pays aux Nations Unies, il y en a 150 qui n'ont aucun moyen, en fait. Mais les autres, si Trump réussissait à réinstaller au Groenland, où ils font ce qu'ils veulent déjà, des bases, l'exploitation des mines, et que le Danemark se résigne, parce qu'ils ne vont pas faire la guerre aux États-Unis. Il y a plein les 10 à 15 puissances dans le monde vont se poser la même question. Ce n'est pas que la Chine et les États-Unis, ça peut être l'ensemble des pays des BRICS. Donc oui, ça peut être contagieux. Et je reviens à l'Europe. C'est les Européens qui sont les plus déboussolés, avec un problème non résolu depuis longtemps. Moi, j'étais secrétaire général de l'Élysée au moment du traité de Maastricht et du référendum. Et quand Mitterrand nous avait dit « je vais faire un référendum autour », enfin tous mes copains Attali, Bianco, Guigou et tout ça, on lui avait dit « vous êtes génial parce que vous aurez 80% de oui ». Et Mitterrand nous avait dit « non, ça passera de justesse, ric-rac, si on fait une bonne campagne ». Dès le début. Au début. Mais j'en ai besoin pour protéger le traité. Sinon, il sera remis en cause. Qui, entre parenthèses, était le traité sur la monnaie unique était bien, même sur le plan du souverainisme, parce qu'on était déjà dans un strapontin de la zone marque avant. Je ne parle même pas d'aujourd'hui, je parle d'avant. Donc c'était mieux d'être quelque chose dans la monnaie unique. Bref, parenthèse. Donc on se lance là-dedans et on lance une campagne à l'ancienne. L'Europe, c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, tout ça. Et tous ceux qui sont contre sont des crétins archaïques, le pénistes et compagnie. Alors le oui démarre à 80, 70, 60, et pendant l'été, Jacques Pilan, notre communicant formidable, il me dit le non passe devant. Longtemps avant? Juste avant? Donc un mois avant. Un mois. Donc échec de la campagne. D'abord, l'Europe, c'est la paix. C'est idiot comme slogan parce que qu'est-ce qui a fait la paix en Europe? C'est l'URSS, Stalingrad, les Américains, débarquement. L'Europe est la fille de la paix. L'Europe a utilisé très intelligemment la paix, rétablie sous la protection américaine, demandée par les Européens. Bon, mais même les autres arguments, c'est la jeunesse, l'avenir et compagnie, les gens trouvaient ça ridicule, déjà, à l'époque. Donc c'est vieux. Donc on réfléchit entre nous, et je dis à Pilan, mais ils veulent quoi les gens? La technique de Pilan, vous l'avez connue, c'était de faire parler des groupes pendant 10 heures. Et au plusieurs heures, les gens disaient ce qu'ils avaient en tête et qui n'apparaissaient jamais dans les sondages, qui étaient enfermés par les questions, en fait. Et donc, ils sortaient des trucs. Ils veulent quoi, les gens? Ils veulent être protégés. Ils veulent la sécurité, mais contre quoi? On est en pleine époque optimiste. À l'époque, on invente Schengen.
génial, sauf qu'on oublie de s'occuper des frontières extérieures. Bon, ça c'est vraiment la niaiserie de l'époque. Alors ils veulent être protégés, mais dans notre milieu Élysée, gouvernement, moi je suis un pro-européen, disons, j'ai signé des traités même, raisonnables, réalistes. J'ai jamais été européiste. J'ai jamais cru une seconde que les nations européennes allaient accepter de se fondre dans un magma européen. Bon. Mais j'étais quand même très convaincu du fait qu'on allait plus loin. Alors, on essaie de tester l'idée d'une Europe protectrice, et les plus pro-européens d'entre nous, les plus militants, genre plutôt Pascal Lamy que Delors, on va dire, vous voyez, ils disent non, il ne faut pas parler de protection, c'est dégoûtant. Protection, c'est le repli sur soi, gna gna gna, c'est pas bien. Bon, et finalement Mitterrand comprend le truc, et dans le fameux débat avec Seguin, ouais. qui n'a pas dit que des conneries d'ailleurs, Seguin, Mitterrand dit une Europe forte nous protégera mieux. Le traité est passé, vous vous rappelez, avec un point d'écart. Un point d'écart. Toutes les autorités étaient pour, tous les grands hommes politiques, hommes ou femmes. Et la durée avait convaincu Chirac. Il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui était contre, mais il pesait beaucoup moins que Marine Le Pen aujourd'hui. Un point d'écart. Donc moi je reconnais que je suis marqué par l'expérience, et depuis lors je pense que les élites européennes, en Europe, doivent se résigner à un deal avec les peuples. Et les peuples demandent des trucs très simples. Ils demandent du travail, etc. Mais les gens veulent de la sécurité. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, il y a l'insécurité. Ils veulent de la sécurité et une maîtrise des flux migratoires. Ce que fait la gauche danoise, la gauche scandinave. Et donc les gouvernements qui ont... personne, je ne vais pas dire que les gouvernements n'ont rien fait, mais qui ont eu un peu la trouille d'affronter l'opinion brutalement, sont un peu comptables de la situation actuelle. Donc ça s'ajoute à l'Europe déboussolée. Parce que si c'était une Europe en plein état de marche, avec une croissance formidable, technologique, écologique au sens, pas de l'écologie politique en Europe actuelle, mais qui est une impasse complète, mais l'écologie technologique. Oui. Bon, si ça marchait très bien et qu'on ait maîtrisé les flux comme font les Scandinaves ou Madame Meloni, on serait beaucoup plus solide. On dirait Trump, il déconne à fond, mais on s'en fiche. On va continuer, on va travailler, etc. C'est vrai que la peur installe un rapport d'infériorité, évidemment. On a tout en même temps. Donc il y a l'analyse, mais les gens qui ont à décider, ils doivent après remettre de l'ordre dans tout ça. Donc qu'est-ce qui est la priorité ? Vous voyez ? Donc l'Europe en prend plein la figure en ce moment, mais je reviens à ce que j'ai dit au début. Il n'est pas impossible que ce moment de destruction, enfin de désarroi, de désagrégation, aboutisse à une création nouvelle. Non pas qu'on va recréer l'Europe puissance, il n'y en a jamais eu. Hein. Non. Il y avait l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre ou la Prusse, etc. Mais il n'y a jamais eu d'Europe puissance avant, jamais. On va peut-être sortir de tout ça dans une renaissance, pour reprendre votre terme, mais il y en a pour des années, hein, à mon avis. Et là, je suis sur la ligne optimiste. Là. Vous y croyez encore ? Vous dites que c'est tel que vous voyez les choses à devenir, ça vous paraît peut-être pas probable, mais possible. Écoutez, on peut pas. Les sociétés européennes actuelles, hein, c'est quand même ce qu'on a inventé de mieux. Bien sûr, il y a des gens qui ratent la journée. Bon, il y a 1000 choses à améliorer, je suis d'accord, bien sûr. Ça, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Mais regardez, il n'y a pas eu d'autres sociétés dans le monde ou dans l'histoire qui soient comparables en termes de niveau de vie, espérance de vie, sécurité, même s'il y a des problèmes, santé, épanouissement, culture, etc. Liberté. Liberté. C'est pas comparable. Donc il faut sauver. Alors moi je dirais civilisation européenne, mais pour ceux qui trouvent ça trop grandiloquent, on va dire culture européenne ou mode de vie. Mode de vie européen. Entre parenthèses, on a eu bien tort au moment de la traité constitutionnel, par ailleurs inutile, de refuser de rappeler les racines chrétiennes. C'est une évidence. Une racine. Bon, c'est une évidence que ce qu'on appelait l'Occident après, c'est la chrétienté à l'origine. Et que les valeurs chrétiennes ont été sécularisées, comme dit Luc Ferry, il a raison là-dessus, au moment des Lumières, etc. etc. Bref, l'Europe est un peu, elle ne sait plus où elle est, qui elle est par rapport à ça. Donc il faut remettre un peu d'ordre là-dedans. Et l'élément clé, à mon avis, c'est on va défendre la civilisation européenne, hein, et puis on va
mettre au point un programme d'écologisation sur plusieurs décennies pour tout le monde. Mais quand je dis civilisation européenne, je suis obligé de rappeler, il y a une divergence sur un point de fond. La chrétienté était missionnaire. Catholicos, catholique, ça veut dire universel. Alors évidemment, il y a d'autres cultures qui se sont crues universelles, mais enfin, c'est celle qui a duré. Jean Giscon aussi, il s'appelait le roi océanique, enfin le roi de tout. Bon, bah, ça s'est arrêté au bout d'un moment quand même. Les Mongols. Mais la chrétienté a toujours été missionnaire, c'est Saint Paul et Matthieu, ça. On va aller porter la parole. On va exporter la bonne parole, oui. À tout le monde, comment tout le monde. Au début, c'est une secte juive réformée, en fait. Hein. On va parler aux Grecs et aux Romains. Quoi ? Pourquoi ? C'est le débat d'origine, ça. Donc ça devient une civilisation missionnaire. Et n'importe quel membre d'ONG aujourd'hui, même peut-être totalement inculte, ou athée, qui ne sait rien de tout ça, il est le descendant de Saint Paul. S'il croit qu'il doit s'occuper de ce qui se passe en Namibie, en Zambie, ou je ne sais pas où, il est le descendant de ça. Or, ça ne fonctionne plus. Et les trucs les plus compliqués, vous voyez, j'ajoute au problème des Européens, les trucs les plus compliqués aujourd'hui, c'est que l'approche missionnaire ne fonctionne plus. On ne va pas recoloniser le monde. On l'a colonisé, évangélisé, colonisé, etc. On essaie de le démocratiser, ça ne fonctionne plus. On n'a pas le droit de le miser. Ça, c'est très dur à vivre, parce qu'en plus, les gens qui croient ça et qui ne peuvent qu'être heurtés par ce que je dis là, c'est des gens formidables en général. Généreux, dévoués, qui pensent aux autres, etc. Mais on ne va pas y arriver. Déjà, sans parler de la Chine qui fait peur à tout le monde. Il y a quelques années, il y a eu un tsunami horrible en Inde. Toutes les ONG d'Europe ont dit on va venir. Et l'Inde a dit non, personne. On ne veut pas d'ONG européenne. D'abord, vous n'y connaissez rien, vous ne connaissez pas le pays, vous ne connaissez pas la langue. Vous avez besoin de manger tous les jours avec des... Vous avez des 4x4 qui vont tout écraser. Et vous allez foutre le bordel, on n'en veut pas. Il y a plein de signes, même le Maroc. Il y a quelques années, oui. La crise avec la France. On n'a pas besoin de vous après le tremblement de terre dans l'Haute Atlas. Donc c'est très dur à vivre. Et la distinction, je reconnais, n'est pas simple. Pas simple. En disant, on va défendre nos valeurs, notre façon d'être, notre culture, etc. Mais... Sans possibilité de l'exporter ou ambitionner de l'exporter. On peut essayer de donner l'exemple. On peut répondre à des demandes. Mais l'idée du prosélytisme, l'idée de l'ingérence qui était tellement populaire en France, qu'en France d'ailleurs, pendant des décennies, ça ne marche plus. D'ailleurs, Kofi Annan, qui était un homme formidable, le secrétaire général de l'ONU, m'avait dit un jour, il m'a dit, tu sais, le machin de l'ingérence, ça ne marche qu'en France. Alors, on ne peut pas non plus ne rien faire, il y a quand même des tas de gouvernements monstrueux qui martyrisent leur peuple. Oui, mais il y a quand même la souveraineté nationale qui est dans la charte, et puis les anciens pays colonisaires, vous êtes hors jeu maintenant, donc il faut trouver ça autrement. Et Kofi Annan avait, après beaucoup de réflexions avec mes successeurs, avait abouti à responsabilité de protéger, il fallait oublier l'ingérence à la française, qui est rejetée partout. Simplement, on se mord la queue, parce que le serpent se mord la queue, parce qu'il faut que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité soient d'accord pour reconnaître qu'ils ont collectivement la responsabilité de protéger un peuple martyrisé par un gouvernement membre. Bon, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a jamais eu de communauté internationale. Est-ce que, à votre avis... Et sur chaque point, je ne voudrais pas être trop déprimant, sur chaque point un peu dur dont je parle, une fois qu'on a intégré l'état réel du monde, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Et à chaque fois, il y a des réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait l'individu, le citoyen, le militant, le maire, le député, le ministre, le président, le machin. Il y a des réponses à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais il faut partir d'un diagnostic vrai. Vrai. Pensez-vous plutôt que les démocraties sont encore gouvernables ? Parce que je vous ai entendu vous interroger sur ce point. Est-ce qu'on peut encore gouverner par les temps qui courent dans une démocratie comme la nôtre ? Attention, on peut pas... Si ce n'est pas possible, ça vaut la peine de s'interroger. Oui, mais on ne peut pas laisser tomber non plus. Non, je sais. Bon, c'est vrai que je reconnais que moi j'ai vécu de l'intérieur le fait que dès lors que les gens ont le moyen d'être informés à chaque minute
d'être consulté à chaque minute, ça met en danger vitalement la démocratie représentative qu'on a imaginée au début. Au début, on élisait des gens, on les laissait plus ou moins travailler, puis on voyait après. Le résultat et on le jugeait. Ouais. Mais aujourd'hui, vous pouvez être interrogé tous les jours, tout le monde. Est-ce que vous rétablissez la peine de mort? Oui, il y a eu un crime atroce hier, toc, je rétablis. Le lendemain, est-ce que vous confirmez? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis totalement contre. Bon. Est-ce qu'il faut les impôts? On est le pays le plus imposé au monde, il faut diminuer. Beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il faut augmenter le budget de l'éducation nationale? Oui, il faut le doubler. Même. Donc, potentiellement, la démocratie directe qui était imaginée pour quelques cantons suisses, quelques villages, on se réunit sur la place de l'église et puis on vote à main levée. Bon, sympa, mais c'était limité. Mais c'est technologiquement possible. Il y a une pression énorme. Vous voyez bien que dès que quelqu'un est nommé, évidemment, Premier ministre, bon, je dis ça en hommage à François Bayrou, mais président, ministre, etc., dès le lendemain, ça commence. Il n'y a pas un seul instant de répit pour travailler. Donc il y a un vrai sujet. Donc moi mais je n'ai pas une bonne réponse parce que je pense qu'il faut restaurer la démocratie représentative. Donc il faut qu'elle redevienne respectable. Donc il faut des gens courageux, qui soient des sortes de Romains antiques, je ne sais pas où ils sont, et qui vont mettre l'intérêt général avant l'intérêt particulier, quitte à se mettre en péril. Et il faudrait, dans l'idéal, avoir un président et des ministres qui dirait « Je ne tiens aucun compte des sondages, je m'en fiche. Je ne réponds jamais aux réseaux sociaux, jamais. » Mais ça n'empêcherait pas les sondages de paraître. Oui, mais ils s'épuiseraient un peu. Il faudrait, enfin disons, j'estime à 18 mois, à 2 ans, le temps qu'il faudrait pour ringardiser l'espèce d'agitation fébrile sur les réseaux, s'il n'y a aucune réponse. C'est ça la question. Vous pensez qu'il y a encore un moyen, vous le praticien, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir vous. Vous savez ça, vous connaissez par cœur. Donc, est-ce que ça vous semble possible de résister à ça et de continuer d'avoir une direction, quitte à être impopulaire? C'est ça le sujet aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est vital. Ben oui, mais ça ne résout pas le problème. Déjà, à l'époque où j'étais ministre, c'était beaucoup plus commode. Hein. En plus, en cohabitation, c'était génial. Alain Juppé aussi était dans la même situation que moi. On n'est que deux à cette situation. On est vraiment le patron, en plus. Bon. Déjà, à l'époque, je disais à mes collaborateurs, il y a 2 choses différentes. Il y a la politique étrangère de la France. Il faut savoir d'où on vient, qui on est, et comment on va faire pour que notre pays reste maître de son destin. 20 ans, 30 ans, etc. Tout le reste, c'est la mise en œuvre. Et deuxièmement, il y a la gestion de l'agitation quotidienne. Tous les jours. Ce n'étaient pas les mêmes gens, en fait. C'est comme si j'avais eu 2 équipes. Et déjà à l'époque. Donc il fallait être au courant de l'agitation. Dans la plupart des cas, laisser tomber. Laisser tomber. Dans quelques cas. Donc j'avais déjà dissocié les 2 choses par rapport à ça. Bon. Mais vous n'aviez pas ça à l'époque. Je sais bien. Ah ouais. Je sais bien, mais c'est pour vous dire. C'est vous qui avez montré tout à l'heure. C'est pour dire que déjà avant. Il fallait distinguer les 2 fonctions par rapport à ça. Mais quand on est l'époque d'après, je reconnais que c'est presque un fait. Je pense que le quinquennat est une mauvaise chose par rapport à ça. Parce que dès lors qu'on a un président dont les députés savent qu'il ne va pas durer plus longtemps qu'eux, il y a quelque chose qui est perdu indépendamment des personnes, etc. Donc je ne sais pas si c'est possible, mais il faut absolument réagir. Sinon, l'avenir de nos démocraties, en général, c'est les populismes. En même temps, ce n'est pas un gros mot, les peuples ont le droit de vote. Hein. Bon. D'ailleurs, je me méfie du mot populisme, j'emploie par commodité, mais les élites parlent de populisme, dont le peuple ne vote pas comme les élites ont demandé, en gros. Mais il y a quand même des endroits au monde où il n'y a aucun risque. Monaco, par exemple. Et à Monaco, il n'y a pas de peuple, donc il n'y a pas de risque de populisme. Bon, c'est une plaisanterie. Mais je veux dire que si on n'arrive pas à redresser la barre, si ne se lève pas une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques disant « moi je romps avec ça, je communique autrement ». D'ailleurs, la présidente de l'Académie des sciences il y a 20 ans avait dit un truc très drôle, on ne peut pas à la fois réagir et réfléchir. C'est drôle, vous avez l'inverse toute la journée. Les gens réfléchissent, etc. Bon, il y aura peut-être une génération qui
qui va réagir à ça, de même qu'on va enfin interdire les portables à l'école, etc. Bon, il y a peut-être une réaction par rapport à ça. Donc c'est une affaire de génération quand même. Donc c'est pas pour, Oui. c'est pas pour les toutes prochaines années, quoi. Je sais bien, mais vous avez une meilleure solution? Non. Ou alors c'est le... Et on ne va jamais appliquer le régime chinois en Europe. Hein. Le régime chinois, il n'est pas fondé sur l'élection, il est fondé sur la sélection. Ils sont restés confucéens. Alors il y a 1,4 milliard de gars là-dedans, mais dans le Parti communiste chinois, ils sont 100 millions. Il y a plus de membres du Parti communiste qu'il n'y a d'Allemands. C'est le pays le plus peuplé en Europe. 100 millions, avec une sélection sans arrêt, avec évidemment une sélection politique, mais sélection sur tous les plans. Donc à l'arrivée, ils ont quand même des ingénieurs, des sportifs, des machins incroyables par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui va accepter ça en Europe? Quel est le cœur de la pensée individualiste, ou la désagrégation des croyances collectives, que ce soit les religions, catholicisme ou autres, ou bien le communisme et compagnie, c'est une culture d'individus. Bon, donc j'ai pas de solution à tout, il faut pas, ce serait ridiculement prétentieux. Je dis simplement que par rapport à votre seule question, moi j'admire les dirigeants politiques qui tentent de résister à la dictature de la démocratie directe. Je suis méfiant par rapport à ceux qui font, ils sont obligés de faire de la démocratie participative. Bon, je ne vois pas en quoi c'est démocratiquement mieux de prendre 100 gars dans la rue pour parler de n'importe quel sujet, alors que ça va menacer le Parlement. Bon, à la limite, on peut le faire en sachant qu'il n'y a que les militants qui viennent. Si vous êtes choisi pour un truc comme ça, vous avez un job normal, vous n'avez pas le temps en fait. Donc vous venez si vous êtes vraiment très... motivé. Mais si... Militant. Mais si vous êtes dans cette situation, si vous êtes le président qui provoque ça ou le Premier ministre, il ne faut jamais dire qu'on va appliquer automatiquement les résultats. Il faut dire que vous allez éclairer la représentation nationale. Il faut les rebrancher. Sinon on s'autodétruit en fait. Il n'y a pas de bonne solution. Hein. En dehors de prêcher pour la réinvention d'un despotisme éclairé, je ne vois pas comment d'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution que cette restauration difficile d'une démocratie représentative, respectable. J'ajoute qu'il faut qu'elle soit crédible, qu'elle donne des résultats. Parce que si les débats durent pendant des années, et en plus ils sont annulés par des juges. D'ailleurs, il y a 20 ans, il y a eu un débat en Inde. En Inde, il y a des gens qui ont commencé à dire « c'est incroyable, les Chinois, ils ont fait, je sais pas, 250 autoroutes en 10 ans. Nous, on n'arrive même pas à faire Bombay Delhi. » Parce qu'il y a tous les États, tous les machins. Les États. Les niveaux de corruption extravagants, mais surtout, il y a des juges dans tous les coins. Bon, là. Alors, il y a eu un débat en Inde. Certains intellectuels disaient le système chinois est mieux, en fait. Les autres hurlaient en disant non, jamais, on est la première démocratie du monde. Ah, vous voyez, on ne va pas échapper à ces débats. Hein. Donc je fais une réponse, moi, un peu à l'ancienne, un peu classique. Et je parie sur une génération qui sera tellement dégoûtée de l'abaissement pathétique des dirigeants en général par rapport au diktat immédiat de l'opinion, des réseaux, des injures de la veille, tout ça, qu'il y aura une réaction, peut-être. Donc il faut attendre une génération. Ça joue aussi. Même la politique étrangère est touchée. Hein. Regardez le Proche-Orient, Un mot sur l'Ukraine, quand même. Alors l'Ukraine, est-ce que vous pensez... avec vous, je partage l'avis des vieux réalistes américains, Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, et même encore maintenant Graham Allison, qui pensent que l'Amérique s'est trompée totalement dans les 10 années après la fin de l'URSS, en considérant la Russie comme quantité négligeable, méprisable. Puissance régionale, avait dit Obama. C'est avant Obama ce que je dis. Ouais. Obama a dit c'est une petite puissance régionale, on s'en fiche. Mais avant, il y avait mes amis Clinton et Albright. Hein. Que disait Kissinger, non Brzezinski, polonais, archi-anti-russe. Ils disent qu'il y avait des conseillers Carter. Ils disaient qu'il faut que l'Ukraine soit autonome pour que la Russie soit moins dangereuse, mais surtout pas la mettre dans une alliance militaire. Neutre, quoi, une sorte de neutralité. Mais c'est un sujet complètement différent en réalité, statut international.
Il faut que l'Ukraine soit neutre, avec des garanties des deux, qu'on aurait peut-être obtenu de Yeltsin avant Poutine. Et Kissinger disait, en plus, il faut les mettre dans un grand accord de sécurité. L'idée de Mitterrand de la Confédération, comme pendant la guerre froide, pas du tout par amour de la Russie. Kissinger avait combattu l'URSS toute sa vie. Disons, ça serait moins dangereux. Tout le monde savait que la Russie est un pays compliqué et casse-pied. Mais les critiques de cette époque, je ne parle pas de maintenant, considèrent que les erreurs américaines ont fait de ce pays un animal enragé. Ils pensent que ça aurait pu être évité. Ce n'est pas que Trump. Donc ne soyez pas égarés par des gens qui vous diront c'est du Trumpisme, et parce que Trump veut faire des affaires avec la Russie. C'est bien avant. Bien avant. Bon, alors ça n'a pas eu lieu. Bon, dans la situation actuelle, est-ce que je crois que l'Ukraine va reconquérir un jour la Crimée? Non, jamais. Même les gens de Biden le disaient. Le Donbass, sans doute pas, en tout cas, pas avant très très longtemps. Donc ça va s'arrêter sur la ligne de front des combats, ce qui n'est pas admis par les Russes parce qu'ils veulent plus. Est-ce que je crois que Poutine veut attaquer tout le monde? Je ne crois pas, mais je ne peux pas le prouver. Je pense que s'il avait voulu attaquer l'Europe, il l'aurait fait il y a 5 ans. L'OTAN était diminué, les neutres n'étaient pas dans l'OTAN, les Américains s'en fichaient déjà. La machine otanienne est énormément réarmée, réorganisée, etc. Puis il y a une sorte de barrière le long des pays baltes, donc c'est complètement différent aujourd'hui. D'ailleurs, Poutine n'a touché à rien des pays de l'OTAN pour le moment. Mais je reconnais que je ne peux pas le prouver. Et s'il y a un Polonais là, il va me dire on ne peut pas avoir confiance. Je suis d'accord. Donc, comme on n'est pas sûr, il faut faire de l'Europe un porc-épic pour la suite. Mais il ne faut pas mentir aux Ukrainiens, il ne faut pas leur dire qu'on va faire la guerre pour reconquérir les territoires en question. Jamais l'Amérique le fera, jamais. Les autres non plus, jamais l'Allemagne ne le fera. Donc il faut arrêter de mentir là-dessus. C'est vachement dur à avaler. Mais il y a 1000 façons d'aider l'Ukraine à se reconstruire, à se rétablir, à aider le retour. Et à avoir son destin en main, quoi. Ouais. Finalement, je pense que Trump va être obligé de corriger en mettant des idées européennes, mais du coup, Poutine va refuser, ça va continuer. Mais un jour ou l'autre, ça va se revenir au débat actuel. Où est la ligne de front? Est-ce que Zelensky ou un autre accepte de signer le renoncement au territoire? Jamais. Est-ce qu'il accepte de ne plus poser la question? Peut-être. Mais il ne le fera que s'il y a des garanties américaines. Alors, tout le travail fait par la France et d'autres pour préparer des éventuelles garanties militaires dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, les autres participants disent on veut quand même la garantie américaine. Donc, la prochaine, dans 15 jours ou dans 6 mois, vous verrez que c'est à nouveau le débat. Est-ce que l'Ukraine se résigne, la mort dans l'âme, mais se résigne? Elle ne le fera que si elle a des garanties vraies, qui fait que ni Poutine, ni un autre, ni un islamiste, ni je ne sais pas qui, n'aura envie de s'en prendre à la frontière. Un mot sur votre fidélité, on va dire. C'est un retour. Oui, votre fidélité de jeunesse, Camus. C'est pas la fidélité. Notre rempart. Moi, j'aime bien le titre. Il y a 50 autres écrivains après. J'aime bien le titre. Camus, notre rempart, indépendamment de l'éblouissement que vous avez connu jeune, alors que vous étiez routard à l'époque encore, l'éblouissement devant l'écriture de Camus, cette espèce d'homme incroyable. Pourquoi vous dites maintenant notre rempart? Rempart à quoi? Années après la longue vie au pouvoir, où j'ai une vie, où je fais du conseil, des voyages, etc., j'ai eu envie de revenir à mes propres sources. Et j'ai envie de retrouver l'éblouissement que j'avais eu pour Albert Camus dans ma jeunesse, alors que la vie de pouvoir, c'est en théorie l'inverse. Ah oui. Que Camus est un grand moraliste, un immense écrivain, un grand moraliste, philosophe. Il a créé des tas de trucs dont j'ai vu que ça n'existait pas, en vrai. Donc j'ai eu envie de revenir, de retrouver la passion qui avait été la mienne, une époque où je connaissais 30 pages de Camus par cœur. Et donc c'est le parcours. Donc c'est pas une bio de Camus, il y en a plein. Il y a plein de livres merveilleux sur Camus. Donc moi c'est très personnel. Je dis notre rempart contre les fanatismes. Et ce qui m'a le plus marqué d'ailleurs, je parle de gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler de Camus, comme Jean Daniel, René Char, j'ai bien connu, etc. Mais j'ai relu l'affrontement entre Camus et Sartre.
Ils étaient copains avant. Hein. Ils étaient dans les mêmes boîtes de nuit. À une époque, oui. Mais Camus, qui était un homme hyper honnête, alors d'abord, il disait des choses qui énervaient Sartre. Il disait « Nous sommes quelques-uns à penser qu'on ne peut parler de la pauvreté qu'en connaissance de cause. » Famille de Camus. Eh oui, mère à moitié sourde, une grand-mère analphabète, femme de ménage. Il était prévu pour être engagé chez le quincaillier. Et c'est l'instituteur, Louis Germain, un homme sublime, on pense à la suite, qui a convaincu la grand-mère, qui était une femme féroce, de laisser le petit Albert avoir une bourse. Donc elle n'avait pas l'argent du quincaillier. Elle est au lycée, c'est dingue l'histoire. Bon, bref, c'est très émouvant. Mais j'ai relu La bataille avec Sartre. Quand Camus dit l'homme révolté, hein, on a des tas de raisons de se révolter. Le monde est injuste. En plus, c'était injuste pour lui, puisqu'il était tuberculeux. Bon. Le monde est injuste. La société est injuste. On a raison de se révolter, mais ça ne justifie pas n'importe quoi. C'est là la césure. Ça ne justifie pas le goulag. Ça ne justifie pas de tuer des innocents, les justes. Vous savez. Et là, c'est la rupture avec Sartre. Parce qu'il ose mettre en cause. Il va jusqu'à dire que si la droite dit une évidence, ben, il va être d'accord avec la droite. Il n'est pas progressiste, au sens religieux, idéologique. Donc dans l'Europe des années 45, 50 et quelques, ne pas être progressiste, c'est être exclu. Il est cancellé avant le wokisme. Ah oui, oui. Et Sartre se retient un peu au début, parce qu'il l'aimait bien. Et après, il se déchaîne. Ah, c'était la guerre entre les deux, oui. Donc, et l'époque où Sartre est tellement aligné sur le progressisme, entre guillemets, c'est l'époque de Staline. C'est même pas le progressisme en général. C'est pas le progressisme américain des campus il y a 30 ans. Hein. On est sous Staline, c'est avant la mort de Staline. Donc ça m'a... Je savais ça, mais j'ai relu ça, c'est d'une force incroyable. Alors Camus est tout seul, un peu comme dans dans la dérive la pire du wokisme aux États-Unis. Alors, à la base, il y a des tas de gens bien, mais je parle de la dérive au sens 93. Il y a des gens totalement seuls qui ont dû arrêter d'enseigner, d'écrire, etc. Et Camus est seul. Dans la France de 52, le général est parti, bon, c'est la 4e, et Camus est défendu par René Char, son copain, Romain Gary qui est une sorte d'original, et puis Jean Guéhenno, je crois. C'est à peu près tout, à l'époque. C'est pour ça qu'il se retire, d'ailleurs, il quitte Paris, et dit « j'en ai marre de cette pègre ». Pègre. C'est la pègre intellectuelle. Et après, il va chercher un endroit en France qui lui fasse penser à... Midi, le soleil. Giroir, et il va atterrir à Lourmarin. Voilà. Merci beaucoup, Bérédrine, d'avoir été avec nous. Hein, ah oui, l'autre livre, c'est après, oui. Donc, Camus, notre rempart, et ensuite, nouveau dictionnaire géopolitique, parce que c'est vrai que ça va si vite qu'il vous a fallu, après l'arrivée de Trump, rédiger à nouveau complètement ce dictionnaire. Voilà, vous aurez la suite dans le livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs,